Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire Travailler au Canada organisé par le chapitre ENAC Alumni Canada pour découvrir ce que le Canada a à offrir aux professionnels de l'aviation, découvrir de nouveaux horizons et d'en savoir plus sur ce beau pays. Donc, c'est aussi une belle opportunité de partager avec vous différentes expériences de travail au Canada. Voilà, donc le format est simple en fait. Nous allons tout d'abord vous donner quelques faits importants avant d'entamer notre beau panel. Et la présentation se tiendra en français avec un support visuel en anglais. Donc, pour les présentations, voici votre équipe Canada. Alors, je m'appelle Amandine Jiquel, je suis la promo MS MTA 2004 et je travaille chez IATA en tant que gestionnaire des relations avec l'industrie pour le Canada. Je suis basée à Montréal depuis 15 ans et je suis ravie d'être à la tête du groupe des anciens de l'ENAC au Canada aux côtés de Hélène Manzoni, TS2EAC 2005, qui travaille actuellement aux opérations aériennes de Air Canada et qui vit à Toronto depuis 7 ans. Alors, nous serons toutes les deux vos modératrices durant cette session. Alors, nous avons un beau programme pour vous aujourd'hui. Nous allons commencer d'abord par vous parler de l'aviation au Canada pour situer notre industrie dans ce vaste pays et vous donner des informations sur les différents parcours que vous pourriez emprunter pour travailler au Canada. Et ensuite, nous plongerons dans un panel de discussion dynamique où nos invités, des anciens élèves de l'ENAC établis au Canada ou revenus en France, ainsi que des étudiants ENAC qui ont fait leur stage au Canada, partageront avec vous leur parcours professionnel et leurs expériences. Et nous finirons par une période de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à soumettre vos questions dans le chat quand vous le souhaitez durant cette session. Voilà, donc je passe la parole maintenant à Hélène pour nous parler de l'aviation au Canada et des différents parcours d'immigration. Oui, merci Amandine. Je fais un petit check micro, vous m'entendez? Super. D'accord, merci. Alors bonjour à tous, enfin bonsoir pour les gens en France. Alors le Canada, si tu peux passer la slide suivante, Amandine. Voilà. Alors le Canada est un énorme pays, c'est 18 fois la France, c'est le deuxième pays en superficie. Et évidemment, l'aviation, dans ce contexte, il tient un rôle absolument fondamental dans le développement et le maintien économique du pays. On parle de concept de transport coast to coast to coast parce que on est bordé par le Pacifique, l'Atlantique et puis au nord, on n'a personne non plus. Donc non seulement les distances franchissables sont énormes, mais certaines communautés ne sont accessibles que par voie aérienne. Le nombre d'exploitants aériens est donc important pour assurer le trafic à la fois local, régional, domestique et international. Le tissu aéroportuaire dessert non seulement les grands hubs, donc on en a représenté que quelques-uns, on ne va pas mettre tous les aéroports du Canada sur la carte, donc les grands hubs tels que Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal ou encore la capitale administrative, Ottawa, mais aussi des communautés plus éloignées, avec des types d'appareils qui sont appropriés pour ce genre de terrain. Et alors tout cet écosystème attire également des constructeurs, on va citer Bombardier, Airbus Canada, Boeing Canada, des grands motoristes, on a Pratt & Whitney, Safran, GE, Rolls-Royce, ou encore des constructeurs du monde de la simulation tels que CAE ou bien Thales. Quant à Montréal, elle est considérée comme la capitale mondiale de l'aviation civile, non seulement parce qu'elle accueille un nombre important de constructeurs et de fournisseurs, dont on vient de citer quelques exemples, mais également elle accueille un très grand nombre de sièges d'organisations internationales de l'industrie aéronautique. Alors on peut citer l'OACI, peut-être c'est quelque chose qui parle aux gens, on peut citer IATA, SCI, Canso ou IFALPA, mais il y en a bien d'autres. Et évidemment, toutes ces entreprises, tout cet écosystème professionnel crée énormément d'emplois. Et donc, on va passer à la slide suivante, Amandine. Et donc, le Canada est un pays qui est ouvertement axé sur l'immigration. Pour venir travailler depuis l'étranger, différents parcours d'immigration sont disponibles. Il y a tout d'abord, ce que j'ai mis en premier, tout d'abord des visas de travail temporaires qui sont soit fermés, soit ouverts selon s'ils sont liés à un employeur ou pas, et des programmes spécifiques pour les jeunes diplômés, tels que le PVT ou autre. Et puis, le Graal des visas, c'est la résidence permanente
qui est un petit peu l'équivalent de la green card aux États-Unis. C'est un statut qu'on peut essayer d'obtenir avant d'arriver au Canada, ou bien qui peut faire suite au visa temporaire déjà acquis et consommé quand on est déjà dans le pays. Et nous découvrirons plus en détail certains de ces mécanismes grâce à nos intervenants dans le panel qui va suivre. Et alors une petite parenthèse sur le statut d'ingénieur au Canada, c'est la petite bulle orange à droite là. Faut savoir que c'est une profession réglementée par des ordres d'ingénieurs. Alors, on n'est pas ingénieur en sortie d'école au Canada, comme en France. On le devient au travers d'un parcours qui prend en compte le diplôme et l'expérience accumulée, et même pour les étudiants diplômés au Canada. Des équivalences sont obtenues quand on vient de l'étranger et les requis diffèrent selon les provinces. Voilà, c'était une petite parenthèse peut-être pour pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans des voies d'ingénierie. Et je te retourne la parole, Amandine, pour la suite. Merci Hélène, et c'était en fait parfait pour la transition. Une parfaite introduction au panel que nous allons démarrer dès maintenant. Donc, nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui des intervenants suivants. Alors, Olivier Navarro, YENAC 2003 T, qui est VP Revenue Management chez Air Transat. Jennifer Perrin, YENAC 2013 T, conseillère qualité des systèmes, conformité et systèmes de gestion de la sécurité chez Aéroports de Montréal. Hugo Virchien, MS AS2A 2012, Industrialization Manager chez Safran à Toulouse. Hugo a travaillé au Canada entre 2013 et 2019, une période durant laquelle il a été vice-chair du groupe ENAC Alumni Québec. Nous avons aussi Baptiste Azera, étudiant ENAC, ingénieur en troisième année, qui a fait son stage de deuxième année chez Airport Council International, qui est l'association des aéroports au niveau mondial, durant l'été 2024. Et il était stagiaire sur le programme APEX, Assessments and Accreditations. Nous avons aussi Sarah Varak, étudiante ENAC ingénieure troisième année également, qui a fait son stage de deuxième année chez IFALPA, qui est la Fédération internationale des associations de pilotes, durant l'été 2024. Elle était stagiaire au département technique. Et enfin, Ewen Dagorn, YENAC 2021, fraîchement diplômée de l'ENAC, félicitations Ewen, et qui a fait son stage de deuxième année, son stage de projet de fin d'études chez Aéroports de Montréal en conformité et système de gestion de la sécurité. Donc voilà, nous allons aborder différents thèmes avec ce beau panel qui, nous l'espérons, vous donneront un bel aperçu de ce que veut dire travailler au Canada dans notre industrie pour nous autres Énaciens et Énaciennes. Alors, nous allons démarrer avec le premier thème sur la variété des parcours de chacun, et notamment avec nos intervenants en emploi actif en ce moment au Canada. Donc, j'invite Olivier, Jennifer et Hugo à nous parler en fait de leur rôle, à nous parler de la raison pour laquelle ils ont choisi le Canada pour démarrer leur carrière et quels ont été leurs parcours d'immigration. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Merci. Ok. Merci Amandine. De mon côté, en fait, j'ai choisi le Canada pour la qualité de vie en fait de ce pays. C'est vrai qu'avant de venir, avant d'avoir commencé les démarches pour venir ici, j'avais déjà vécu aux États-Unis un peu et c'était quelque chose qui me correspondait. Et en fait, comme le disait Hélène, après je suis en fait revenu en France et là j'ai réalisé que grâce à mon diplôme d'ingénieur ENAC, j'avais accès à la résidence permanente. Comme disait Hélène, c'est un peu le Saint Graal là, que tous les immigrants veulent obtenir sans être déjà au Canada. Donc en fait, c'est sûr que ça permet une certaine tranquillité d'esprit parce que en gros, c'est comme si on était canadien, sauf qu'on n'a pas le droit de vote et on n'a pas de passeport canadien. Mais après, on peut rester et faire toute notre vie ici. Donc c'est ce que j'ai obtenu avant de venir au Canada et ça fait maintenant presque 10 ans que j'y suis. C'est ça. Moi, je suis très heureux de mon choix. Pardon. Et donc c'était comme ça que j'ai choisi mon parcours d'immigrant ici. Parfait, merci beaucoup Olivier. Alors Jennifer, pourrais-tu partager avec nous de ton côté? Oui. Alors, bonjour à tous. Donc moi, pourquoi le Canada? En fait, ça a été une opportunité. Donc moi, je travaillais à Toulouse pour un gros groupe et mon activité dans ce groupe-là, on voulait développer ça sur le marché nord-américain. Fait qu'on s'est dit, ah ben le groupe a déjà une agence à Montréal, ça pourrait être intéressant de commencer à
propulser l'activité là-bas. Donc en fait, on m'a offert une mutation intra-groupe pour rejoindre l'agence de Montréal. Fait que ça, au niveau immigration, comment on l'a géré? Au début, on voulait faire la solution de facilité qui était le permis jeune pro. Donc ça, c'est le plus un des permis les plus simples à avoir en permis temporaire. Mais ça marchait pas parce que je partais l'hiver. Puis souvent, les rondes d'invitation pour ces permis-là sont fermées pendant la saison hivernale. Donc là, ça reportait le départ beaucoup trop tard. Donc finalement, on a fait un permis T44 de son petit code. En fait, c'est simplement un permis intra-groupe qui permet d'éviter une étude de marché une étude d'impact sur le marché du travail là, qui est une étude qui est peut-être un peu laborieuse parfois pour les permis temporaires. Donc avec un permis intra-groupe, t'évites ça parce que tu montres que tu vas chercher une spécialité dont tu as besoin dans tes autres employés dans le monde, puis que tu les ramènes sur le marché québécois. Fait que euh, fait que j'ai eu ce permis-là pendant 2 ans. Puis ensuite, j'ai pu appliquer pour mon CSQ puis ma résidence permanente. CSQ qui est une étape juste québécoise avant la résidence permanente. Finalement, pour ensuite avoir ma citoyenneté cet été. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup Jennifer. Et enfin, Hugo, veux-tu partager avec nous ton parcours d'immigration pour le Canada? Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, parcours un petit peu différent hein, d'Olivier et de Jennifer. Moi, j'ai bénéficié d'un permis de travail ouvert grâce au statut qui est un peu méconnu en France. En fait, il n'existe pas. C'est le statut de conjoint de fait. Grâce au fait que j'habitais avec ma compagne qui, elle, a immigré au Canada un petit peu avant moi pour faire une thèse de recherche à l'Université de Montréal. J'ai pu bénéficier d'un permis de travail ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'on peut travailler pour n'importe qui pendant la durée de la thèse de ma conjointe de fait. Donc, on n'était ni mariés ni pacsés pendant 4 ans. Donc, ce qui laisse le temps finalement de faire des démarches qui vont bien si on veut rester à long terme au Canada. Donc, c'est un troisième modèle d'immigration. Donc, c'est le permis ouvert grâce au statut de conjoint de fait. Pourquoi je suis arrivé au Canada? J'avais besoin d'une expérience internationale. Ayant fait toutes mes études par apprentissage, l'intégralité de mes études par apprentissage, j'ai pas pu faire de séquences à l'international pendant mes 5 premières années d'études, que ce soit un Erasmus ou un double diplôme. Donc ça me manquait, j'avais besoin de découvrir une deuxième culture, une deuxième façon de travailler. Donc ça a pu se produire qu'à terme. Donc, euh, moi, ça a commencé par un stage que j'ai décroché en quelques jours, vraiment quelques jours. J'ai été un petit peu surpris du temps que ça a mis pour trouver ce stage. On verra plus tard si on rentre dans les détails, mais voilà, quelques jours vraiment au mois de novembre, là, novembre 2012, pour un stage qui démarrait en mars 2013. Euh, et ensuite, une fois qu'il y avait un accord de principe sur le stage, j'ai mis, je crois, 10 jours à obtenir le visa. De mémoire, c'était moins de 2 semaines, vraiment, entre le dossier déposé à l'ambassade, envoyé à l'ambassade de Paris et la réception du visa, c'était 10 jours. Donc, c'était quand même un peu la première bonne nouvelle et la première étape simple, parce qu'on entend souvent dire que c'est simple au Canada, et franchement, ça l'a été que ce soit pour trouver le stage que pour décrocher le visa. Donc, je vous dirais 20 jours cumulés. Voilà. Parfait, merci Hugo. Donc maintenant, tournons-nous vers nos étudiants ENAC qui ont fait un stage à Montréal, donc Baptiste, Sarah et Ewen. Alors, je vais vous poser des questions et vous pouvez répondre à tour de rôle. Donc, je vais commencer par la première question. Pourquoi avoir choisi le Canada pour votre stage? Bah écoutez, Baptiste, tu peux commencer, bonsoir. excuse-moi, oui. Oui, pas de souci. Bonsoir à tous avant tout. Alors moi, pourquoi le Canada? Peut-être que c'est en partie dû à mes origines guadeloupéennes, mais j'en ai toujours entendu que du bien vis-à-vis de l'ouverture culturelle de ce pays, l'ouverture également en termes d'immigration plus ou moins sélective, et que c'était vraiment un pays, on va dire, de grands possibles. Voilà. Alors, il est vrai aussi que l'ENAC, à travers du cursus ingénieur, incite à avoir des mobilités internationales. Mais en dehors de cela, ça a vraiment toujours été
une vraie volonté pour moi de découvrir le Canada, des provinces telles que le Québec, l'Ontario. Et je pense que dans mes études aéronautiques, en tant que bon passionné, le fait de savoir que Montréal est la capitale mondiale de l'aviation civile internationale, au travers de, comme l'a introduit Hélène, Bombardier, l'OACI, toutes les instances internationales ou encore Airbus Canada, ça n'a fait que conforter mon choix et ma volonté de découvrir l'Amérique du Nord d'une belle manière. Merci. Alors, Sarah, de ton côté, pourquoi le Canada? Oui, merci Amandine. Alors de mon côté, je pense que je vais me répéter un petit peu par rapport à Baptiste, mais j'ai choisi le Canada vraiment d'abord parce que c'est le pays de l'aviation civile avec l'OACI à Montréal. J'avais la chance de travailler juste à côté. Et pour moi, en fait, c'était vraiment une chance incroyable de plonger dans cet univers et de me rapprocher en fait de ce qui se fait de mieux, à mon avis, dans le domaine. Comme l'a dit Baptiste, en fait, dans notre parcours INAC, je me devais d'effectuer une expérience à l'étranger. Mais en fait, au-delà de cet impératif, je voulais vraiment choisir le Canada pour son expérience culturelle unique. Et je me suis pas trompée. C'était vraiment le cas. J'ai vécu 4 mois incroyables. Et puis, il faut quand même se le dire, c'est un pays qui est vraiment très accueillant. Donc, ça m'a donné envie de tenter l'aventure. Parfait, merci. Ewen, pourquoi le Canada de ton côté? Euh, je dirais au début, c'était pour plus les grands espaces, la nature et la neige, donc, le climat. Et ensuite, c'est une notion où je ne savais pas trop si c'était vraiment le cas, mais en faisant mon stage, j'ai réalisé qu'en fait, là, je rejoins Baptiste, il y a plus de possibilités d'évolution et d'autonomie au niveau de la carrière, euh, possibilité de changer, ou alors d'évoluer plus vite à son propre travail. C'est ça qui me plaît. Merci, Ewen. Alors, vous avez eu donc à faire toute la partie immigration de votre côté pour pouvoir travailler au Canada. Donc, quel a été ce parcours justement? J'aimerais avoir plus de détails sur ce que vous avez fait de votre côté. Bah, alors, j'ai à nouveau initié. De mon côté, pour le Canada, moi, en termes de facilité et on va dire probabilité d'être admis, j'ai opté pour l'une des options qu'a cité Hélène, à savoir stage coop international. Donc, concerne l'obtention d'un permis de travail fermé, donc lié à un employeur. On n'a pas le droit de travailler pendant toute la durée de ce permis de travail avec un autre employeur que celui explicitement mentionné sur ce permis de travail. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais dire quand même quelques étapes. Globalement, avant tout, je me suis inscrit. J'ai eu un tirage au sort. J'ai tiré au sort parmi un ensemble de candidats. J'ai dû renseigner beaucoup d'informations. Alors, ça peut paraître banal, mais les CV, la citoyenneté, il y avait beaucoup d'informations. Euh, et également payer un petit acompte en termes pour les frais de procédure, par de l'ordre de 80 euros. J'ai ensuite transmis, une fois étant tiré au sort, j'ai eu un délai de 2 à 3 semaines, grand max, pour fournir tous les éléments. Et dans ces éléments, comprenait un contrat signé de la part de mon employeur canadien. Donc j'ai dû transmettre cet élément-là. Donc ça à savoir pour anticiper les démarches, hein. Un stage, c'est forcément simple à trouver, surtout outre-Atlantique. Et j'ai dû également me coordonner avec mon employeur, puisque mon employeur n'est pas forcément familier et avait lui aussi des démarches à remplir de son côté. Ce sont des démarches en parallèle. Et lui aussi a des deadlines à respecter. Donc des fois, quand c'est la première fois, c'est pas forcément simple. Ensuite, une fois que ces éléments-là ont été transmis, j'ai dû attendre quelques temps et on m'a invité à fournir mes empreintes biométriques dans un des centres agréés en France. Donc à savoir qu'il y en a deux. En France, c'est soit Lyon, soit Paris. Bon, il se trouve que pour le jour où j'ai voulu le faire, il y avait une grève de contrôleurs aériens, donc ça a été Lyon, voilà, qui s'est imposé. Voilà, c'est les aléas de la France. Et enfin, une fois les empreintes transmises, j'ai dû attendre une bonne dizaine, quinzaine de jours pour obtenir ma fameuse lettre d'introduction, donc ces fameuses sésames qu'on attend pour pouvoir ensuite arriver au Canada. Puisqu'il faut savoir que votre permis de travail ne sera délivré qu'à l'arrivée sur le territoire canadien, donc vous arriviez en bateau, en train ou en avion. C'est une fois que vous avez cette lettre-là que vous présentez auprès du douanier canadien en face de vous, que celui-ci vous délibère un permis de travail canadien. Voilà, donc c'était assez long, mais j'y suis arrivé.
Voilà, j'ai pu m'en sortir. Parfait, merci. Merci Baptiste. Je crois que Sarah, toi, c'était un petit peu similaire hein, comme procédure. Ouais, exactement. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas eu la même chance que Hugo. Franchement, sur le plan administratif, je vais réitérer, mais ça a été vraiment très compliqué. Entre le visa et la recherche de logement, dont on parlera plus tard, il y avait toujours quelque chose à régler. Et par exemple, certaines démarches ont pris malheureusement beaucoup plus de temps que prévu et j'ai dû rester vraiment super organisée. Mon parcours d'obtention du visa, lui, a été semé d'embûches. J'ai postulé donc à un stage COP comme Baptiste où il faut être tiré au sort, donc on n'a pas de garantie. Le stage COP, encore une fois, c'est un stage qui est un permis fermé, donc on est lié à un employeur et on ne peut pas travailler pour un autre employeur pendant la durée de ce stage. C'est un point important à mentionner. Si vous voulez faire un stage PVT, donc permis vacances-travail, lui est un stage ouvert. Les probabilités d'être tiré au sort pour ce PVT sont vraiment très basses parce qu'il y a énormément de Français qui sont intéressés par cette opportunité. Alors qu'en stage COP, vous avez quand même beaucoup plus de possibilités d'être tiré au sort. Et donc voilà, donc j'ai été tirée au sort et j'ai même été initialement embauchée par une entreprise qui était située à Mirabel, avec qui j'avais réussi à décrocher un contrat que j'avais signé. Et finalement, ça n'avait pas abouti parce que les démarches administratives étaient beaucoup trop lourdes côté employeur, surtout si c'est la première fois, si vous arrivez à démarcher un stage auprès d'une entreprise qui n'a jamais embauché ni d'employés internationaux, ni de stagiaires. C'est très, très lourd en termes de démarches administratives. Et donc, j'ai pu être in extremis recrutée par mon entreprise, ma nouvelle entreprise, pour mon stage cet été. Mais c'était vraiment pas gagné d'avance. Et surtout, j'ai failli dépasser le délai à un jour près parce que une fois qu'on est tiré au sort, tout s'accélère, tout va très vite et il faut fournir un contrat signé et les démarches de l'employeur terminées qui doit vous fournir un code pour valider votre dossier d'immigration. Et en tout, on a 2 semaines et c'est vraiment très, très court. Donc, au moins, ça nous a appris à être patients et à gérer les imprévus. Mais c'est vrai que l'immigration, le parcours administratif, même pour un stagiaire, c'était pas donné. Ok. Parfait, merci beaucoup Sarah. Et Wen, de ton côté, comment ça s'est passé d'un point de vue administratif? Moi, je m'étais pris beaucoup en avance pour mon stage de prépa. Dès janvier, je crois, j'avais été inscrit au bassin PVT. C'est dans expérience internationale Canada, il y a 3 formes de stage. Donc, stage coop, il y a une entreprise qu'ont fait Baptiste et Sarah, que j'ai fait après. Euh, Jeune pro et PVT. Le permis vacances-travail, c'est le seul ouvert. C'est celui-là auquel je me suis inscrit. Je l'ai eu une semaine après. J'ai eu pas mal de chance en vrai. Ensuite, c'est ça, j'ai fait le parcours. Je suis allé à Lyon, j'ai fait et ensuite, c'est juste que j'arrive sur le territoire canadien et ils me délivraient mon permis. J'avais pas besoin d'avoir un permis, etc. Mais j'en avais un avec du coup aéroport de Montréal. C'était une firme tutrice. Ensuite, donc j'ai fait mon stage. Là, à l'immigration, on m'a demandé combien de temps durait mon assurance. J'ai dit 3 mois. Ça, c'est une grosse erreur parce que le PVT, il vaut max 2 ans. Donc, il faut prendre une assurance de 2 ans. Parce que comme ça, faut l'utiliser à son plein potentiel, en fait. Moi, du coup, ils m'ont juste dit, pour que bah, votre PVT durera 3 mois. Que grosse erreur à ne pas refaire. Ensuite, euh, ensuite, je suis retourné au Canada pour mon projet de fin d'études, mon stage de 6 mois. Là, comme Baptiste et Sarah, j'ai fait un stage coop. Donc là, pareil, même démarche. J'ai pas eu à refaire mes empreintes biométriques. Et d'ailleurs, pour le permis de travail que je fais maintenant pour mon emploi, j'aurais pas à refaire mes empreintes valables quelques années. Tout s'est bien passé. C'était peu, euh, un peu compliqué parfois les discussions parce que moi j'avais fait une erreur, je m'étais pris trop tôt dans le bassin. Il y a eu aussi côté employeur, comme a dit Sarah, des explications à faire, un accompagnement, notamment grâce à Jennifer, qui du coup était passée par là avant, enfin pas forcément par ce scope, mais par l'immigration. Et là, puis donc il y a une entreprise de consultants en train de faire un permis de travail toujours fermé, qui vaut 2 ans, euh, pour Aéroport de Montréal, pour mon premier emploi, avec une EIMT, impact sur le marché du travail.
Donc là, c'est plus long. Euh, donc on est dans l'attente du permis de travail qui devrait être délivré en environ 2 semaines. Et là, à ce moment-là, dès que j'arrive en territoire canadien, je peux refaire mes enfants. Et dès que j'arrive en territoire canadien, il m'est délivré et il commence à mon arrivée en territoire canadien 2 ans. Donc là, l'objectif, après, c'est de faire la résidence permanente. Comme ça, il n'y a plus besoin de permis de travail. Et comme l'a dit, comme l'a dit plus tôt Monsieur Navarro, on est comme un citoyen canadien, mais sans droit de vote et le passeport. Donc comme ça, je crois beaucoup. Parfait. Merci, Ewen. Donc, j'ai une dernière question que je vais combiner. En fait, deux questions pour ma dernière question auprès de vous. Quel a été, en fait, pour vous, votre plus beau souvenir au Canada et peut-être votre plus grand défi aussi? Voilà. Baptiste? Euh, alors, plus grand défi, bah, ça va pas être très original, on va revenir sur ce qu'on a déjà dit avant. Je pense que ça a été de l'assiduité, de la motivation pour tout ce parcours administratif. Et à l'image de mon arrivée au Canada, moi j'ai reçu ma lettre d'introduction un samedi matin et il se trouve que mon contrat de travail avec mon employeur commençait le lundi suivant. Et donc j'ai pris mon billet d'avion dans la foulée le samedi, j'ai pris l'avion, je suis arrivé le dimanche soir à Montréal et j'ai pris sur les chapeaux de roue et même mon employeur était presque surpris, voire plus surpris que moi de me retrouver le lundi matin. Donc voilà, très grand défi. Et beau souvenir, je pense à l'image de la culture canadienne et québécoise que j'ai pu côtoyer pendant 4 mois. Je pense que c'est l'ouverture d'esprit des gens, la richesse je pense, toute la culture québécoise et canadienne. Et à titre d'exemple, le petit monde de l'aviation civile qu'il y a à Montréal, entre autres, bon, il y a eu beaucoup de rencontres d'académie, mais je pense, entre autres, à une invitation que j'ai eue de l'aéroport de Genève avec l'ambassadeur de l'Autriche près de l'OACI, dans un restaurant avec les affaires publiques extérieures de l'aéroport de Paris. Donc ça se dit beaucoup tout en étant à Montréal, ouais. Parfait. Sarah, pour toi, quel défi, quel beau Je vais, souvenir? je vais pas être originale non plus. Clairement, mon plus gros défi, j'en suis désolée, ça a été d'organiser toute ma venue depuis l'étranger. Je suis partie initialement donc seule dans un pays que je connaissais pas du tout, où je connaissais personne, avec plein de choses à gérer comme le logement, les assurances qui sont vraiment importantes. Je réitère ce qu'a dit Ewen, mais sans assurance on rentre pas au Canada non plus. Et en fait m'adapter à une nouvelle culture, c'est un vrai saut dans l'inconnu. Mais honnêtement, ça m'a appris à être beaucoup plus autonome et à avoir confiance en moi. Donc ça, j'en serai éternellement reconnaissante. Et pour mon plus beau souvenir, je dirais que c'était la visite privée de l'OACI. J'ai même eu la chance de rencontrer le secrétaire général. Et c'était un moment qui était vraiment très impressionnant et très inspirant. Mais ce que je retiens surtout et aussi, c'est les rencontres que j'ai faites, notamment avec le groupe Alumni sur place. Je garderai, je pense, toujours en souvenir. Et voilà, et là, je fais la pub pour le groupe Alumni qui est exceptionnel et qui est très bien géré au Canada. Personnellement, je garderai toujours en souvenir la dernière soirée Alumni sur un rooftop magnifique avec du soleil, une vue imprenable sur Montréal et surtout bah, des rencontres juste incroyables. Donc, merci pour ces 4 mois incroyables. Et voilà, en fait, cette expérience au Canada, c'était pas juste un stage, c'était vraiment un vrai tournant dans ma vie, autant que professionnelle que personnelle. Donc, merci pour tout. Merci, Sarah. Et Ewen, toi, alors, pour toi, quel a été ton plus grand défi et ton plus beau souvenir à date? Bon, je ne veux pas être original non plus trop en disant que c'est le timing pour les permis et les administratifs. Euh, et gérer aussi comment les autres peuvent réagir et essayer de faire que tout ça se goupille bien, ouais. Et mon meilleur souvenir, je pense que c'est l'ensemble de toutes les sorties côté air. En fait, j'aime trop être avec les avions. Mais ouais, à YMX, être proche du 747, tester les moteurs, aller sur la piste en construction à Youl, voir tout le set d'Emirates, une, une inspection de taxiway. Tout ça, je pense que c'est possible. Parfait, merci beaucoup à vous trois. Et non, on était ravis de vous avoir en tant que stagiaire au Canada, c'est certain.
Bravo encore d'avoir été de très bons stagiaires sur place. Donc maintenant, on va passer un petit peu côté monde professionnel au Canada et je vais me tourner vers Jennifer et Olivier. Alors, Jennifer et Olivier, est-ce que vous pourriez nous parler tous les deux des avantages et des défis que l'on peut rencontrer dans le monde professionnel au niveau local? Je peux Yes. me lancer et après je peux passer la parole. Moi, en fait, l'avantage du monde de travail ici, c'est que oui, on parle français, mais quand même, les affaires sont drivées beaucoup par la culture anglo-saxonne. C'est très important aussi de le réaliser. C'est pas parce qu'on parle français que c'est comme en France. Et clairement, si on vient au Canada, c'est quand même pas pour retrouver les mêmes choses. Donc, en fait, l'aspect le plus principal, moi, je trouve, dans le monde du travail, c'est la flexibilité. C'est la rapidité aussi où les choses se font. Quand on signe un contrat, qu'on embauche quelqu'un, ben, la personne, elle commence dans les 2 semaines en général. Inversement, quand il faut laisser partir des gens aussi, malheureusement, ça se fait extrêmement rapidement. Il n'y a pas de 3 mois de préavis, ça, quand on leur demande et quand on dit à mes collègues québécois en France, on se donne 3 mois avant de changer de travail, ils ne comprennent pas du tout, parce que c'est pas du tout dans la culture. Ici, les choses business vont quand même beaucoup plus vite. Donc il y a une certaine pression qui vient avec, mais ça peut être aussi très très stimulant. Dans mon cas, ben, moi je suis arrivé à Montréal, j'avais pas de travail, mais grâce à mon permis de résidence permanente, je pouvais le faire. Et j'ai pu commencer quelques semaines après mon arrivée, j'avais mon emploi déjà. Donc je sais que des fois ça peut prendre plus de temps, mais c'est ça aussi cet avantage que les employeurs, vu que le contrat de travail est plus flexible, ben, ils prennent aussi plus de risques parce que l'expérience compte, je pense, peut-être un peu plus que les diplômes des fois. Et donc, je trouve qu'en termes de prise de risque sur le potentiel des personnes et des candidats lors de l'embauche, il y a une plus grande latitude, vu qu'après, il y a une flexibilité si jamais les choses ne se passent pas comme prévu. Donc ça, c'est ce que j'ai en tête à vous partager. Merci, Ben, Olivier, vas-y, ouais. Excuse-moi, Jennifer, vas-y. ouais. En fait, je suis ouais, totalement d'accord avec ce qu'Olivier vient d'expliquer là. C'était un de mes points aussi, là, le dynamisme sur le marché du travail. C'est sûr que c'est comme vraiment, vraiment différent d'en France. Moi, je sais que ben, j'ai travaillé pendant un bout où j'étais gérée avec un centre opérationnel en France, puis j'essayais d'expliquer les contextes ici pour recruter, puis ils comprenaient pas, là, comme 15 jours, mais ça marche pas, tu sais, tu perds ton expertise comme ça. Fait que ça, c'est des dynamismes vraiment différents, mais c'est vraiment intéressant parce que ça t'ouvre aussi des opportunités supplémentaires, tu sais. Si tu veux tester autre chose aussi, ben t'es plus flexible entre guillemets pour essayer une autre expérience. Tu vas avoir plus de facilité aussi à l'obtenir, tu sais. Fait que, euh, fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Moi, je mettrais aussi en avantage, c'est l'équilibre pro-perso. Ici, alors, autant c'est très drivé par, c'est ça, la culture anglo-saxonne, un peu américaine sur la performance. Fait que, tu sais, le travail, c'est une vraie valeur, là, dans la culture québécoise et canadienne. C'est important d'avoir une belle job, comme ils disent. Puis d'être committed dans tout ce que tu fais. Mais en même temps, ils ont leur vie familiale à côté, leur vie personnelle, puis il y a vraiment une jonction dans ça. C'est rare que quand tu es dans ton environnement professionnel avec tes collègues, ça devienne tes amis, comme ça peut être plus souvent le cas en France, par exemple. Il y a vraiment cette jonction qui se fait. Puis ça, ouais, c'est quand même un équilibre qui est assez intéressant. T'as moins d'overlap que ce que tu peux avoir en France. Puis le dernier point que je dirais aussi, où moi je trouve beaucoup de sérénité là-dedans, c'est un peu la tolérance puis la dimension de respect qu'il y a vers la personne en fait. Fait que c'est vrai qu'on voit le peuple canadien, c'est gentil, accueillant, etc. Mais en fait ça va vraiment au-delà. Il y a vraiment une tolérance de l'individu avec bah, ses forces et ses différences. Puis ça se ressent aussi dans le monde professionnel où tu as beaucoup plus d'acceptation, moins de préjugés, moins de stéréotypes, je trouve. Puis ça va aussi bah, forcément sur l'équité homme-femme aussi. Il y a vraiment beaucoup de respect là-dessus. Je pense qu'ils sont plus en avant qu'en France sur ces questions-là. Fait que c'est ça. Fait que ça c'est quand même beau. Puis je crois que tu voulais qu'on parle un peu des défis. Je pense Olivier, tu peux rebondir après. Euh, Justement, ça va. Ben, ce que je disais, tu sais, c'est dynamique, mais ça va aussi avec le fait que toi, faut que tu sois performant. Fait qu'il y a moins de patience si t'es pas performant, tu vas
plus vite te retrouver à la porte, comme on dit. Donc il y a vraiment, c'est ça encore une fois, ce défi, ben c'est ça, d'être performant dans ta job. Puis l'autre, c'est vraiment bah la culture, parce que comme disait Olivier, oui, on parle français. Des fois, les gens ils viennent au Québec puis ils pensent que ben c'est comme en France. Ben pas du tout. Il y a la langue, mais en fait, ça s'arrête un peu là. Fait que faut vraiment se mettre dans un autre mode de pensée. Il faut pas prendre pour acquis que, tu sais, des fois, la façon dont tu vas aborder un projet ou faire remonter des problématiques, mais il faut le faire avec l'orientation de l'entreprise, la culture de l'entreprise, puis pas la façon dont on le ferait en France. Fait que ça, des fois, ça crée des petits shifts ou des petits malaises parce que ben toi, tu t'es mis un peu dans ton mode de comment tu l'aurais fait en France, puis en fait, c'est pas du tout perçu pareil quand tu le mets dans ton contexte québécois. Donc ça, c'est aussi des ajustements qui se font avec l'expérience et le temps, je pense. Mais c'est ça, ça fait partie des défis d'intégration. Parfait, merci Jennifer. Olivier, est-ce que tu veux rebondir sur les défis, peut-être? Les défis, non, je pense qu'on les a pas mal couverts. Je pense que ouais, le dynamisme, mais ultimement, si on arrive avec un esprit ouvert, un esprit curieux de comprendre d'accepter que c'est différent et de aussi vouloir s'intégrer, parce que c'est bien de voir que c'est différent, mais on est là pour s'intégrer, on est là pour faire partie du système, et c'est pour ça que le Canada est très accueillant, mais en même temps, il impose son style, ce qui est cohérent aussi quelque part, de gérer les affaires. Et donc, et c'est sûr qu'il y a énormément d'aspects positifs, mais après, c'est pas Disneyland non plus, là, tout est pas beau. On reste quand même sur des choses très concrètes. Je pense que Sarah en a parlé, l'assurance maladie, l'accès à la santé, et c'est quand même des challenges différents. Et c'est pour ça aussi que les relations, je pense, dans le travail sont différentes. Parce que oui, il y a beaucoup d'opportunités ici. Je pense qu'il y a plus d'opportunités, en tout cas c'est la manière dont je le perçois ici que potentiellement en France. En tout cas, il y a moins de concurrence, j'ai l'impression, sur des postes qualifiés ici qu'en France. Euh, mais c'est sûr qu'en rétribution, les exigences des employeurs sont quand même très hautes, clairement. Ok, parfait. Ben, merci à vous deux. On va passer au thème Vivre au Canada et je vais me tourner vers Hugo et Sarah. Donc, vous avez tous les deux vécu au Canada, donc Hugo pour quelques années avec un retour en France début 2020, juste avant la pandémie, et Sarah pour toi quelques mois en été. Donc, partagez peut-être avec nous vos impressions de vie au Canada. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile ou surprenant? Donc, Hugo, par exemple, si tu veux commencer. Alors, je l'ai résumé en des plus et des moins. Je vais essayer d'être pas être trop long pour faire circuler un peu la parole. Euh, En moins, ça a déjà été dit, je le ressouligne ici, la difficulté d'accès aux soins. J'y ai été confronté. Donc moi, mon conseil pour pallier à ça, c'est qu'il faut anticiper, ne pas attendre de tomber malade pour commencer à chercher un médecin ou un endroit où on peut aller pour se faire soigner. Donc, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Néanmoins, un petit point de vigilance. Je sais que l'auditoire est plutôt jeune, mais pour ceux qui ont éventuellement une famille ou des enfants en bas âge et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même anticiper et regarder avant que le problème arrive. Voilà. Euh, un deuxième point, mais en moins également, je l'ai découvert plutôt vers la fin de mon cursus au Canada. Après, tout le monde n'a pas le même regard là-dessus. C'est plutôt le climat hivernal entre novembre et avril, où on passe pas la barre des zéros normalement, avec des enfants en bas âge. Voilà, donc bon, il y en a à qui ça cause aucun problème. Moi, c'est vrai que avant d'avoir des enfants, c'était génial, mais après. Avec les enfants en bas âge, voilà, les habiller, les déshabiller, les rhabiller, les déshabiller. Bon, ça, c'était quelque chose qui m'a un peu gonflé sur la fin. Et après, le dernier point aussi, c'est de vigilance, le côté un peu, le niveau scolaire, je trouve, le niveau scolaire, en particulier collège, lycée, euh, dans le réseau public est plutôt faible. Donc, c'est un point de vigilance également pour ceux qui se projettent à long terme sur le Canada. Euh, je parle bien du public. Par contre, il y a un très haut niveau sur la partie études supérieures. Et il y a un réseau privé qui est aussi qualitatif.
Mais voilà, les études supérieures sont de très bon niveau, en particulier dans la région de Montréal. Côté plus, évidemment, il y en a plus. J'ai trouvé l'administratif beaucoup plus simple globalement. Alors, c'est vrai que il y en a certains qui tombent sur des écueils, une virgule mal placée, ça peut toujours, voilà. Mais globalement, quand on compare avec la France sur différents types de démarches, l'administratif est quand même beaucoup plus simple. Euh, la culture nord-américaine côte Est, j'ai envie de dire côte Est, il y a plus de similarités, j'ai trouvé, entre un Québécois et un New-Yorkais ou quelqu'un qui habite à Boston que entre quelqu'un qui habite à Boston ou Montréal et quelqu'un de la côte Ouest. Voilà, donc le côté culture nord-américaine côte Est, très différent du centre ou de l'Est. L'ouverture d'esprit, cette valeur d'accueil. J'ai trouvé les Canadiens très, très accueillants, aidants, euh, et l'absence de jugement. Voilà, je trouve qu'on ne pose pas trop de questions de où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant, le diplôme, tout ça. On ne juge pas, en fait, on va on va te juger a posteriori sur ce que tu vas faire, et on te fait confiance d'abord. Il n'y a pas cette méfiance ou ce jugement qu'on peut des fois rencontrer malheureusement en France. Les opportunités professionnelles sont plus nombreuses, plus variées également. Je trouve que ça, c'est un point très positif. Si on veut changer de voie, on peut changer de voie, il n'y aura pas de jugement, tout ça. Euh, et donc ça, c'est quand même plus simple. Et puis, dernier point, la nature. La nature est quand même beaucoup plus présente en ville que dans nos métropoles à nous, européennes, très denses. Voilà, à Montréal, même dans d'autres grandes villes, il y a des grands espaces verts, les villes s'étendent. On est vite, très très vite dans des parcs. Et après, si on veut aller plus loin, évidemment, il y a la grande nature canadienne et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait une imbrication nature versus l'urbanité qui était plus en harmonie. Voilà. Parfait, merci Hugo. Sarah, as-tu des commentaires de ton côté Oui, tout à fait. sur les Alors moi, 4 mois que tu as passés? sur les 4 mois, moi, j'ai pas passé autant de temps, donc j'ai pas vraiment eu l'option ou l'opportunité de vraiment comprendre le système de soins au Canada. J'ai eu la chance de pas tomber malade, mais c'est vrai qu'en 4 mois, on n'a en fait pas le temps et c'est pas possible de trouver un médecin de famille ou oui, juste un médecin pour accéder aux soins. Donc heureusement, j'ai touché du bois, je suis pas tombée malade. Mais dans mon cas, moi, en tant que stagiaire, j'avais donc une assurance qui est obligatoire avec le visa. Donc, j'avais quand même, s'il y avait un souci, j'avais quand même l'opportunité de me faire soigner. Je rejoins vraiment Hugo sur ses propos. J'ai adoré l'ambiance au Canada. Les gens sont vraiment chaleureux et bienveillants. C'est pas juste une hypothèse ou ce qu'on voit de loin. C'est vraiment marquant, surtout quand on vient de France, où on a l'habitude de râler constamment. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est peut-être anecdotique, mais tout le monde se tutoie au Canada. Et c'est un grand changement par rapport à la France. Et puis en été, moi j'ai vécu que 4 mois, donc que en été. Mais c'est magnifique en fait, puisqu'il fait froid pendant la majorité du temps au Canada. Et ben, en fait, j'avais l'impression en tout cas que tout se faisait en été et tout était ouvert avec les grands espaces, les parcs, il y avait des festivals de musique, mais chaque week-end, enfin, des gens qui dansaient en plein milieu de la rue avec de la musique, c'était un peu surréaliste. On n'avait pas, on n'a pas vraiment ce genre de schéma en France, mais ça m'a beaucoup plu. Mais bien sûr, il y a quand même aussi des défis. Et je pense en même temps répondre à une question qui a été posée dans le chat box, comme la recherche de logement par rapport au niveau de vie et au salaire qu'on peut percevoir, surtout en tant que stagiaire. Moi, mon logement, je l'ai trouvé sur le site Kijiji, K-I-J-I-J-I. C'est l'équivalent du Le Bon Coin local. Et franchement, c'était très compliqué parce que, alors très compliqué, je pèse mes mots, mais en fait, il y a plein d'arnaques en ligne. Et donc, il faut vraiment être vigilant parce que si on connaît personne sur place pour visiter un appartement, c'est compliqué. Et donc, le coût de la vie a été plus élevé, surtout à Montréal. Donc, heureusement, j'avais eu la chance de partager mon appartement, mais pour donner des chiffres, mon loyer pour un petit appartement, environ 25 mètres carrés, il s'élevait à 1 700 $ canadiens. C'est beaucoup plus élevé qu'en France, surtout à Toulouse, pour ceux qui nous écoutent depuis Toulouse. Et donc seul, ça aurait été un peu mission impossible, mais j'avais la chance quand même d'être rémunérée par mon entreprise.
Alors pour les stagiaires ou les futurs stagiaires qui nous écoutent, les salaires ne sont pas du tout pareils par rapport à la France. Et donc moi j'avais en fait un peu la chance, comme Baptiste et comme Ewen, ils peuvent en parler aussi, en fait d'être un peu perçu comme en fait un employé plutôt qu'un stagiaire. Là-bas, le concept de stagiaire, il n'est pas très connu. Donc, j'étais rémunérée en fait un peu au-delà du SMIC canadien. Et donc, ça me permettait vraiment de subvenir à mes besoins et au coût de la vie qui était beaucoup plus cher. Mais en somme, l'ambiance au Canada est incroyable. Les gens sont vraiment chaleureux. Donc, c'est le point positif à retenir. Super, merci beaucoup. Donc là, on va passer sur un dernier thème avant un tour de table finale. Hélène, je me tourne vers toi maintenant. Et toi, tu as travaillé donc à Montréal, donc au Québec, à Toronto, en Ontario, deux provinces complètement différentes. Donc, est-ce que tu peux nous parler des spécificités du Québec versus les autres provinces du Canada, s'il te plaît? Oui. Alors déjà, vous vous rappelez que le Canada, c'est un pays fédéral. Le gouvernement fédéral a un certain nombre de responsabilités qui s'appliquent au pays en entier. Et puis, les gouvernements provinciaux sont autonomes dans bien des domaines. Donc déjà, chaque province a ses propres spécificités. Alors, pour expliquer les différences entre le Québec et les autres provinces, et nos intervenants en ont déjà donné quelques aperçus, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Ne vous endormez pas. Le Québec est une province très à part au Canada. D'abord, il est né de la colonisation française, alors que les provinces anglophones sont nées de la colonisation des aristocrates anglais envoyés par la couronne britannique. C'est déjà un point très très important qui va expliquer un certain nombre de différences dans la mentalité. Donc l'histoire du Québec est marquée par des luttes continues de défense et de reconnaissance de son identité de peuple francophone minoritaire au sein d'un Canada majoritairement anglophone. C'est en 1969 que le français devient une langue officielle au Canada. C'est très récent en fait. C'est également la seule province, le Québec, dont la langue officielle est le français uniquement. En 2006, autre information d'importance, je trouve, pour le Québec, c'est que le Parlement fédéral adopte une motion symbolique qui reconnaît la nation québécoise. Ça aussi, c'est un symbole très très fort et tout à fait unique au pays. Donc, dans les faits, le Québec est quasiment un pays dans le pays, tant au niveau du fonctionnement administratif que de l'identité, de la mentalité. Alors, par exemple, le Québec, c'est la seule province à avoir son propre régime de retraite. Ailleurs au Canada, on cotise au régime fédéral. C'est aussi la seule province à gérer soi-même son impôt sur le revenu provincial. Donc, il faut faire 2 déclarations de revenus au Québec, alors qu'ailleurs au Canada, on en fait une seule, et puis c'est le fédéral qui gère la portion provinciale. Les partis politiques qui représentent le Québec n'existent qu'au Québec. Il faut savoir que les impôts sur les revenus et les taxes sont plus élevés et les salaires en moyenne plus faibles pour les gens dans le privé. Il faut aussi savoir qu'au Québec, on ne célèbre pas la fête nationale du Canada. Et c'est quasiment une insulte de dire à un Québécois qu'il est Canadien, tout simplement. Et c'est une histoire vécue. J'ai froissé des gens, je pense, en débarquant au Québec et en disant « Vive le Canada ». Non, c'est pas du tout l'ambiance. Je trouve, moi, par contre, le milieu artistique et culturel est extrêmement développé au Québec. Dans les provinces anglophones, il y a l'héritage anglo-saxon, là, qui est toujours un petit peu, qui est quand même très, très présent. C'est plus politiquement correct, plus conformiste. On a toujours peur de vexer quelqu'un. Puis au travail, je crois que, je pense que c'est Olivier qui en parlait, ça se traduit aussi par le fait que, au Québec, typiquement, on va marquer la pause lunch avec les collègues. C'est quand même plus convivial et puis ça ressemble un petit peu plus à la France. Puis dans les provinces anglophones, moi, à Toronto, ou même à Vancouver ou à Calgary, quand je me déplace, c'est beaucoup plus à l'américaine. On fait une journée continue de 8 heures. On arrive le plus tôt possible, on parle le plus tôt possible et on ne veut pas perdre son temps à la cafétéria. Voilà, donc ça c'est pour les petits exemples simplement pour rebondir sur ce que les intervenants nous disaient. Et puis pour finir de résumer un peu cette identité assez spéciale, j'ai trouvé ces mots dans un article, alors je voudrais juste partager ça avec vous. Je pense que ça résume assez bien. Les Québécois, pour la majorité, sont issus de la culture française, vivent dans une société anglaise et ont un mode de vie américain. C'est un mélange unique de 3 cultures qui allie la créativité française, la rigueur britannique et l'optimisme américain. Voilà, donc sur ces mots, je te rends la parole, Amandine, et puis à nos invités pour un dernier tour de table. Voilà, merci. Merci Hélène, c'est parfait. Tu as bien
comment dire, décrit la société québécoise versus le reste du Canada. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, on va finir cette discussion et je vois qu'on est un petit peu en retard sur le temps, mais on va essayer de rattraper. On va finir par un tour de table final pour, avant de passer à quelques questions. Donc, à chacun d'entre vous, panélistes, j'aimerais vous demander quels conseils vous donneriez à nos auditeurs et auditrices qui souhaitent tenter l'aventure au Canada. Donc, je vais commencer par Baptiste. Bon, je vais faire, je pense, succinct et conformément à ce qui a été dit auparavant. Je pense que au niveau immigration, va falloir, je pense, ça a été dit tout le long de ce webinaire, s'armer de rigueur, d'efficacité et de détermination. Et par contre, une fois que vous mettez le pas de pied derrière YQL à la sortie de l'aéroport, bah, j'ai envie de dire juste profitez, ouvrez-vous aux gens. Il suffit d'être un minimum social et je pense que les Québécois savent très bien être eux-mêmes et être bienveillants, ouverts avec toutes les communautés et les cultures différentes que j'ai pu rencontrer. Donc je pense que juste ouvrez-vous aux Québécois et au Canada et je pense qu'ils vous montreront simplement ce qu'il y a de beau à découvrir avec eux. Merci Baptiste. Jennifer. Ouais. Ben, moi, je dirais, venez, tu sais, dans une démarche d'immigration. Venez pas retrouver la France au Québec, c'est pas ça le Hmm. but. Fait que venez vraiment avec l'esprit ouvert dans le but de s'intégrer dans cette culture, puis d'en faire partie. Puis si vous arrivez en hiver, achetez des bonnes chaussures. Bon conseil. Et on va peut-être revenir sur cette question de l'hiver juste après. Merci Jennifer. Ewen? Je dirais Un- aussi un peu pareil, venir avec l'esprit ouvert, ne pas s'attendre à ce que ce soit pareil que la France dans tout, et à chaque fois essayer euh, de s'intégrer un peu en comprenant comment les autres font, et du coup, en pas, n'allant pas en contradiction avec les, la culture québécoise. Et aussi, si vous faites un PVT, ne pas dire que votre assurance dure 3 ans. Enfin, ne pas prendre une assurance de 3 mois, pardon, mais de deux Oui, ans. parfait. Merci Ewen. Olivier, un dernier mot. Ouais, ben moi je dirais de garder du plaisir à cœur en fait, hein. Malgré toutes ces démarches où vous avez passé plein de temps à remplir des formulaires pénibles, il y a quand même une expérience unique et quelque chose de positif et constructif à retirer à toutes ces étapes-là. Donc ne, ne perdez pas votre objectif ultime de vue. Et c'est ça. Rendez-vous compte que c'est quand même une chance juste de réfléchir à vous projeter dans un autre pays. C'est quand même une expérience exceptionnelle. Que vous restez là ou pas, c'est quelque chose qui va vous construire. Donc, c'est ça. Continuez. Beau message. Merci Olivier. Sarah. Oui, alors je rejoins totalement Jennifer et Ewen sur l'esprit ouvert. Ça veut dire, en fait, l'esprit ouvert, ça veut aussi dire d'arrêter tous les jours de comparer avec la France. Ça a tendance un peu à agacer. Dire, ah non, mais en France, nous, on fait comme ça. En France, c'est pas pareil. Oui, mais là, en fait, on est au Canada et c'est juste une chance d'y être. Donc, juste profiter de cette expérience à fond si vous avez la chance de la vivre. Moi, je pense que je vais juste dire quelque chose de technique. Assurez-vous, une fois sur place, de toujours avoir une copie des documents d'immigration sur vous, surtout si vous partez, si vous décidez de partir aux États-Unis. Parce que partir aux États-Unis pour un petit week-end, il n'y a pas de souci, tout le monde le fait. Par contre, pour revenir, si vous n'avez pas votre document d'immigration sur vous, vous n'aurez pas l'autorisation de rentrer au Canada. Et ce serait très bête d'oublier. Mais voilà, profitez de votre expérience. C'est vraiment, c'était juste quelque chose de formidable. Et je le conseille à tous les stagiaires et tous les futurs employés qui veulent rejoindre le Canada. Merci Sarah. Très bon point sur les papiers à avoir sur soi. Et enfin, Hugo, un dernier mot pour le groupe? Ouais, alors moi je conseillerais à ceux qui sont tentés par l'aventure, effectivement de prendre un peu de recul, comme le disait Olivier, sur le côté un peu administratif, mais quand même se plonger un peu dans le site Immigration Québec, Immigration Canada. C'est bien d'aller, le diable se cache toujours un peu dans les détails, donc passer un peu de temps sur le site. Et je conseillerais aussi de pas trop lire les récits qu'on peut avoir sur Internet, qu'on peut trouver dans des forums.
parce qu'en fait, il y a un biais, c'est que les gens qui postent sur ces forums-là sont des gens qui, globalement, n'ont pas vécu des bonnes expériences. Donc, ne lisez pas trop les forums sur ce thème-là. Ensuite, je conseillerais de faire un petit break entre éventuellement le début du boulot et la fin du stage, ou avant le stage, si c'est possible, faire un petit tour du Canada, côte est, côte ouest, passer un peu dans les provinces du milieu. Euh, le PVT le permet, c'est toujours intéressant, je trouve, de breaker un peu avant de recommencer le travail. Et je dirais, un dernier conseil pour ceux qui veulent vraiment immigrer pour travailler, surveiller les délégations provinciales sur les recrutements qu'ils peuvent faire à l'international, parce qu'il y a des délégations qui se déplacent en fait en France, qui viennent recruter en France pour immigrer au Canada. Donc on l'a vu, alors, je ne sais pas si ça se fait encore cette année 2024, mais post-Covid, là, 21, 22, 23, on l'a vu, et même avant, hein, où par exemple Aéro Montréal vient au Bourget, organise des événements aussi au consulat, dans les consulats, à l'ambassade ou dans des lieux, principalement sur Paris, mais pas que. Et eux, ils proposent des emplois, il y a des recruteurs qui viennent avec eux et ils vous expliquent tout de A à Z aussi. Donc, surveillez les événements en France des Canadiens et Québécois qui viennent recruter, hein. Voilà. Parfait, ben, merci beaucoup. Ben, merci à tous pour ce dernier tour de table. Alors, je suis consciente qu'on a beaucoup débordé par rapport à la période des questions, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on a répondu durant la session. Je vois qu'Hélène a fait un super travail aussi de répondre à certaines des questions. Et ce qu'on avait prévu, parce que je pense qu'on s'attendait un peu à ce scénario-là où on prendrait beaucoup de temps sur le panel et pas assez de temps peut-être pour les questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on avait prévu de faire, c'était de préparer un document Q&A qui soit envoyé en fait aux participants de ce webinaire, parce que je pense que c'est important qu'on adresse les questions que vous avez posées, surtout qu'il y a des questions très spécifiques. Donc, c'est ça qu'on vous propose, c'est qu'on vous envoie un document par la suite pour ne pas trop empiéter sur le temps qui nous est resté. D'ailleurs, il nous reste 1 minute. Voilà. Donc, J'ai bien pris toutes les questions, Amandine. Donc, le pardon? document, j'ai bien pris toutes les questions. Donc, Ah, parfait. le document va être OK. Super. Ben, en fait, voilà, je préfère que on vous envoie un document, puis on est aussi disponible pour répondre à d'autres questions, évidemment. Juste peut-être un dernier point sur notre chapitre Canada, pour que vous ayez un peu une idée, pour vous peut-être vous inspirer de venir ici et d'avoir du support de notre groupe. Donc, le groupe Alumni Canada, c'est à peu près 200 membres. Alors, c'est un des plus gros chapitres ENAC Alumni à l'international. Notre plus gros défi du moment est en fait de mettre à jour la liste des anciens qui sont inscrits au Canada pour faire un état des lieux du groupe. Alors, on sait bien sûr que la majorité des gens se trouvent à Montréal, Québec, dans la province du Québec, mais on voudrait aussi s'assurer et faire en sorte d'intégrer les autres anciens qui sont en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Colombie-Britannique, etc., où nous pourrions peut-être créer éventuellement des sous-groupes pour les activités sociales. Parce qu'en fait, la plupart des activités sociales se passent à Montréal. Nous organisons une fois par trimestre un after work pour pouvoir se rencontrer. Voilà. Donc, avec Hélène, on met le groupe à jour des dernières nouvelles, des dates à noter pour les activités à venir, avec des courriels réguliers. Le dernier en date étant le rappel des cotisations avec l'offre Black Friday, évidemment. Donc, c'est ça, on se rencontre aussi de manière biannuelle, virtuelle, en fait, pour donner des informations au groupe. Et nous prévoyons déjà les activités de 2025 qui incluent des visites, notamment à l'EACI et à la tour de contrôle de l'aéroport de Montréal. Voilà. Donc, on a un projet de groupe qui est en plein démarrage. On voudrait en fait gérer une activité commune qui nous rassemblerait sur un même objectif et on pourrait contribuer en fait chacun de notre côté.
Donc, le premier point, c'est de faire la promotion de notre industrie auprès de la jeunesse en se ralliant à des programmes déjà existants et renforcer ces réseaux pour susciter des intérêts et des passions pour notre industrie et aider à pallier au manque de main-d'œuvre auquel nous faisons face. Et aussi faire rayonner l'ENAC et la valeur de ces diplômes et de ces étudiants et des anciens de l'ENAC auprès des entreprises canadiennes pour faciliter l'emploi et les stages. Voilà. Et à terme, on aimerait aussi pouvoir travailler sur la confection d'un document voilà, qui permette aux gens de l'extérieur de considérer le Canada pour une future carrière et notamment voilà, décortiquer toutes ces histoires d'immigration qui peuvent paraître, je pense, des fois insurmontables pour certaines personnes. Mais voilà, on va essayer de faire ce travail, nous, de notre côté. Voilà, donc je vais finir en disant un grand merci à Hélène, Olivier, Jennifer, Hugo, Sarah, Baptiste et Wen pour votre participation dans ce webinaire. Vous avez été d'incroyables intervenants. Donc, merci pour vos partages, vos expériences. Un grand merci à toutes et à tous, à vous qui êtes en ligne, qui vous avez pris le temps en fait de nous écouter. Donc, on espère que la discussion vous a plu et que ça a pu peut-être vous offrir davantage d'informations afin d'explorer une carrière chez nous, par chez nous. Donc, le Canada, c'est vrai, le Québec, Montréal a beaucoup à offrir au sein de notre industrie et son écosystème. Donc, il fait bon vivre ici, même en hiver, je vous rassure. Moi, ça fait 15 ans que j'y vis et l'hiver ne m'a jamais dérangé. Le Canada est un endroit sécuritaire, convivial, international pour la plupart des grandes villes. Donc, tentez votre chance, ce serait mon dernier mot. Et je voudrais aussi dire un grand merci à Estelle d'avoir géré tout ce webinaire en amont avec toute la promotion et le post-mortem après. Voilà, donc merci Estelle. Et comme nous nous approchons de décembre, excellente fête de fin d'année à tous. Prenez soin de vous. À bientôt et restons connectés. Merci.